Aux origines de l'écriture, il y a une épopée très intéressante qui s'intitule l'épopée de Gilgamesh, qu'on a retrouvée et qui est écrite sur des tablettes d'argile. On retrouve une épopée magnifique de ce roi Gilgamesh qui va avoir un parcours initiatique pour essayer de transcender la mort, et il va plus ou moins y arriver. Donc ce besoin d'écrire, cette narration existe depuis très longtemps, et on va voir que pour certains, par contre, l'écriture va être un besoin de fuir quelque chose, de fuir même une propre langue. Louis Wolfson, qui a appris plusieurs langues, qui se bouchait les oreilles en écoutant d'autres langues pour ne pas entendre la langue de sa mère. Donc l'écriture a une double fonction, et nous allons voir tout cela ensemble. Lorsqu'en 1997, j'ai intégré l'hôpital Sainte-Anne à la clinique des maladies mentales de l'encéphale, il y a toujours le centre d'études de l'expression, un département de médiation artistique où plusieurs médiations artistiques étaient proposées, telles que la peinture, le modelage, la danse, le théâtre, la musique. Mais il n'y avait pas d'atelier d'écriture. J'avais présenté ce projet qui avait été accueilli très chaleureusement par notre chef de service de l'époque, feu Bertrand Samuel Lajeunesse, qui m'avait infiniment encouragée. Et c'est ainsi que nous avons créé les ateliers d'écriture thérapeutique au sein de la clinique des maladies mentales de l'encéphale. Étant dans un hôpital psychiatrique adulte, les patients avaient toutes pathologies confondues, sauf je ne pouvais pas accepter dans un groupe les pathologies, on va dire, d'agitation maniaque, parce que quelqu'un en phase, ce qu'on appelle en phase maniaque, donc très agité, peut perturber le bon déroulement du groupe. Il y a, on le sait, beaucoup d'ateliers d'écriture qui existent de par le monde. Si on regarde historiquement, ça remonte au XVIe siècle, mais ils ne sont pas spécifiquement thérapeutiques, bien que la poésie remonte, ainsi que le chant, à des périodes très très lointaines dans le temps. Le chant et la poésie récitée, déclamée, étaient perçus comme quelque chose de très thérapeutique. Dans les pays anglo-saxons, les ateliers d'écriture sont très fréquemment utilisés, mais pas toujours d'un point de vue thérapeutique, ou alors énormément dans le sens de ce qu'on appelle le well-being, aller mieux. Donc ce que j'aurais envie de dire, cette écriture cathartique, où on va venir s'exprimer, ou ce qu'on appelle les ateliers d'expression. Nous avons voulu, au sein de cette prise en charge, au sein de cet hôpital, aller encore plus loin et établir des règles ainsi qu'un cadre, ce qu'on appelle un cadre contenant, parce que nous avions quand même certaines théories sous-jacentes. Les théories sous-jacentes font référence aux théories, bien sûr, du groupe, avec René Caès, Didier Anzieux et toutes ces personnes-là. La théorie de la pensée, parce que toute pensée écrite nécessite une certaine forme de symbolisation, et puis bien sûr une connaissance de la littérature, vu que c'était un sujet de prédilection, ça pouvait très bien se passer. Cet atelier a été hebdomadaire, une fois par semaine. Il est divisé en 3 temps. Un premier temps d'accueil des patients, et où il y aura l'annonce de la consigne, nous allons revenir sur cette notion de consigne. Un deuxième temps qui est un temps d'écriture. La plus grande partie des consignes, ce sont des consignes individuelles, mais il peut arriver qu'il y ait des consignes à faire en binôme, ou parfois une consigne en groupe telle que le cadavre exquis. Et le troisième temps, qui est le dernier temps, est celui de la lecture. Étonnamment, c'est le temps que, en général, les personnes aiment le moins. On a l'impression qu'il va y avoir des pannes d'écriture, eh bien non, très rarement de pannes d'écriture. En revanche, lire est le moment le plus appréhendé et le moins plaisant, si je puis dire. Donc, dernier temps, c'est le temps de lecture et de discussion. Alors, de discussion, bien entendu, la personne qui anime ce groupe doit pouvoir donner un temps de parole à tout un chacun. Il y a, j'ai envie de dire, presque un art pour animer un atelier d'écriture, parce qu'il y a toujours celui qui ne veut pas s'exprimer, celui qui va en dire trop, et il faut donner un certain équilibre au groupe. Alors, revenons un petit peu sur les consignes. Donc, il y a, je viens de le dire, un déroulement assez strict, parce qu'il y a ce que j'appelle une mise en abîme de cadre.
je me suis aperçue avec les années d'expérience, donc ça remonte à 1997 et nous sommes en 2014, que plus il y avait de contraintes, plus la personne arrivait à s'exprimer librement. C'est à l'opposé de ce qu'on a tendance à dire, il faut être libre pour peindre, pour devenir artiste. Eh bien non, je me suis aperçue, on s'est aperçu ensemble, que plus il y avait des contraintes, et si je n'en donnais pas assez, le patient s'autorisait à ajouter une contrainte. À titre d'exemple, les haïkus, ces petits tercets japonais de 5-7 syllabes, ne riment pas. Eh bien, il voulait les faire rimer. D'autres consignes étaient, je vais dire, déroutées pour pouvoir ajouter des consignes. Alors, chaque semaine, chaque atelier d'écriture a une consigne différente, tant dans le fond que dans la forme. Je donne une grande importance à cette différence fond-forme. La forme, c'est par exemple la forme poétique, la forme dialogue, la forme mot-valise, la forme narration, la forme lettre, la forme email, toute forme, la forme correspondance, imaginaire. Donc, toute forme différente va être proposée à chaque fois. Et tout fond, c'est-à-dire tout thème différent sera donné à chaque fois. Pourquoi? Ce n'est pas juste pour donner cette impression de ludique au sens homo ludens, l'homme joue au sens philosophique du terme, mais beaucoup plus pour déclencher quelque chose de l'ordre de la surprise, de l'ordre du challenge à dépasser. Les mouvements théoriques qui sous-tendent nos ateliers sont à la fois d'inspiration analytique, mais aussi d'inspiration cognitive. On s'est aperçu que, par exemple, lorsqu'il n'y avait pas d'atelier, si je devais être absente ou si un patient ne venait pas, il demandait quelle était la consigne pour voir s'il allait pouvoir dépasser ce moment qui était compliqué. C'est comme je me suis aussi aperçue, puisque je vous parlais de cette liberté tant appréhendée, que la pire consigne que je pouvais donner était la consigne aujourd'hui forme libre. C'était une consigne qui était très très mal supportée. Les consignes sont différentes au niveau de la forme et du fond, mais aussi j'insiste, si je prends comme exemple le traumatisme psychique, bien évidemment les patients n'avaient pas que des traumatismes psychiques, toute pathologie, je l'ai dit, était possiblement présente. Mais on ne le dit pas assez, le professeur Louis Croc définit très bien le traumatisme en disant que le traumatisme arrive par les 5 sens. On le voit, on l'entend, on le sent, on le touche, on le goûte. Et donc, cette impression très intéressante qu'il a donnée fait que j'utilise aussi des consignes sensorielles. C'est-à-dire, il peut y avoir une musique qui sera comme consigne, une odeur olfactive, gustative, un tableau ou un objet. Combien d'objets peuvent être présentés et on va leur donner une vie et on va écrire en tant que cet objet. L'écriture va être un outil formidable thérapeutique s'il est posé dans un cadre bien strict avec des théories sous-jacentes importantes et bien fondées. Puisque je vous parlais de contraintes, une mine d'or, c'est l'Oulipo, ouvroir littéraire potentiel, où il y a des exercices littéraires de contraintes magnifiques, tels que les logogreffes, ou alors ce qu'on appelle les mots-valises. On demande à la personne de choisir comme ça plusieurs mots et de les greffer. Je vous donne un exemple, rugby plus bipède, donc 2 mots qui existent. Si on les greffe, la personne a donné bipirède, ça donne un mot qui n'existe pas. Et je leur demande dans la consigne, donnez une définition de ce mot qui n'existe pas. Donc rugby, bipède égale bipirède, sport d'équipe, voisin du rugby, mais joué uniquement à cloche-pied. Ou encore, friction plus ascenseur, 2 mots qui existent, ça donne facticension, un mot qui n'existe pas. Je demande la définition et voici la définition donnée. Facticension est une crise d'angoisse liée à l'enfermement dans une machine élévatrice caractérisée par des craintes imaginaires relevant du catastrophisme. Donc vous voyez, ce n'est jamais des consignes qui sont données « racontez-moi votre tentative de suicide » ou « racontez-moi votre expulsion injuste lors de votre lieu de travail ». Non, tout est donné sans être spécifique. Et quand la personne veut s'exprimer, eh bien elle s'exprimera. Il y a aussi les poèmes tautogrammes, c'est un poème qui commence par la même lettre.
je vous défie d'écrire en 30 minutes un poème qui commence par la lettre K et qui fait 2 pages. Eh bien, il y en a qui y arrivent, moi je n'y arrive pas. J'ai oublié de vous dire que la contrainte du temps était importante. On n'écrit pas plus de 30 ou de 45 minutes. Donc l'atelier en entier dure 1h30. Le temps d'écriture n'est jamais plus de 30 à 45 minutes. C'est aussi dans la mise en abîme une autre contrainte qui est l'espace, et ici c'est le temps. Victor Hugo avait tendance à dire la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc c'est très important de proposer des formes différentes, avec des sensorialités différentes, faire participer aussi ce qui se passe à l'extérieur, des appuis, ce qu'on appelle des incipits d'écrivains, début de phrase d'écrivains. Toute forme, plus on présente des formes différentes, plus on va essayer d'atteindre ce à quoi on aspire dans notre pensée de l'écriture, qui est l'assouplissement psychique. Et à partir de cet assouplissement psychique, si j'arrive à penser sous des formes différentes, je vais peut-être pouvoir penser le plaisir et je vais pouvoir arriver à une autre étape qui sera une étape peut-être de création et donc de dépassement des pathologies ou des difficultés, parce qu'on n'écrit pas uniquement parce qu'on va mal. On écrit, comme dirait Saint John Perse, pour vivre mieux.